Donc une conférence organisée par Action écologique, qui est un nouveau mouvement qui a 2 ans, qui essaye de faire émerger une nouvelle écologie, on peut dire ça comme ça, beaucoup moins catastrophiste que l'écologie actuelle, l'écologie traditionnelle, on peut dire ça comme ça, qui est respectueuse aussi de l'art de vivre à la française. On n'est pas obligé de tout interdire sous prétexte de sauver le monde. Et puis, enfin, on refuse de mêler les sujets environnementaux et les sujets sociétaux, ce qu'a tendance à faire une certaine écologie. Donc nous, on pense que l'écologie, c'est strictement les problèmes environnementaux, pour faire ça. Donc voilà, donc vous pouvez nous rejoindre et nous poser des questions à la fin, puisqu'il y a un petit pot, donc c'est avec plaisir que je répondrai à vos questions sur Action écologie. Donc on est très heureux de recevoir, la dernière fois on a fait une conférence avec Chantal Delsol, si certains la connaissent, et cette fois-ci on a 2 intervenants de très bonne qualité. D'abord on a Paul Sugy, qui est un ancien de l'École normale supérieure, n'est-ce pas, et journaliste au Figaro, on le voit régulièrement dans les médias. Et il a écrit donc L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Et puis on a Christian Lévesque, qui est directeur de recherche émérite à l'IRD, qui est un spécialiste, alors j'ai noté notamment de beaucoup de choses, mais de la biodiversité bien sûr, il a écrit beaucoup de livres sur la biodiversité. Oui, et de l'écologie des eaux continentales. Vous avez beaucoup travaillé sur les poissons, oui, n'est-ce pas? Et donc, des livres assez généralistes sur la biodiversité. Et le dernier, alors le livre de Paul Sugy, hein, et puis le livre Érosion de la biodiversité. Et les 2 livres que j'ai lus qui sont très, très intéressants sur les 2 sujets qu'ils traitent respectivement. Et donc, d'abord, on pourrait dire que c'est 2 thèmes très différents. Et je suis ravi de les faire rencontrer, parce que je crois qu'ils ne se connaissent pas. En plus, Paul dans son travail de journaliste, a traité, enfin, vous traitez régulièrement des sujets, je dirais, de biodiversité, puisque j'ai lu un article sur les oiseaux, il me semble, et donc vous connaissez aussi ces sujets-là. Donc en fait, c'est 2 thèmes qui paraissent très différents. L'un, disons, est sur le bien-être animal, même si ça va au-delà, on verra tout à l'heure avec Paul, et puis la protection de la biodiversité. Mais souvent, si on veut protéger, disons qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à l'animal, enfin les antispécistes s'intéressent à l'animal en tant qu'individu, disons, et les naturalistes, et ce que fait Christian, ils s'intéressent aux espèces, ce qui est 2 aspects tout à fait différents. Les animalistes, vous le dites, se moquent totalement de la disparition des espèces. Certains animalistes. Certains animalistes. Je veux dire, c'est pas leur sujet. Non. Mais pour protéger les animaux, ils sont presque certaines espèces, notamment domestiques, disparaissent, ce qui est assez d'ailleurs cohérent dans leur pensée, je trouve. Donc il y a quand même un point commun, je dirais, c'est la remise en cause de la place de l'homme, on peut dire, sur les 2 sujets, sur la biodiversité et puis sur le sujet des animaux. Et la deuxième chose que je voudrais dire quand même en introduction, c'est que j'ai été longtemps dans les associations de protection de la nature et les associations de protection des espèces animales. Et de plus en plus, on a vu au fil du temps arriver ce thème de la protection ou du bien-être animal. À la LPO, où j'ai été pendant 30 ans, ce sujet n'existait pas. Et depuis 2012, il y a un objectif sur le bien-être animal. Et donc les 2 sujets se rejoignent. Mais l'écologie a tendance à mêler de toute façon un peu tous les sujets. Donc on va essayer de dialoguer. Vous pouvez répondre l'un à l'autre, n'est-ce pas? Puis je vous demanderai aussi ce que vous pensez du sujet de l'autre. Donc n'hésitez pas à rebondir sur ce que chacun dit. Donc je vais d'abord poser une question à Paul Sugy sur les antispécistes. Non, c'est comme quand on est collé en prépa, c'est moi qui commence l'oral. Allons-y. Non, c'est juste des questions de définition. Donc on peut commencer bien sûr par les antispécistes. Donc vous dites dans votre livre qu'ils contestent la supériorité radicale de l'homme sur les animaux. Donc comment on peut définir ce mouvement et en quoi il est nouveau? D'ailleurs, il ne vient pas de France d'abord. Oui, alors non, effectivement, je suis content qu'on commence par là, parce que souvent on introduit des termes dans le débat et on se rend compte après que la moitié des gens n'ont pas entendu parler. C'est parfois un peu le miroir déformant de la veille d'idées que vous pratiquez, qu'on pratique aussi dans le journalisme. C'est qu'en fait, parfois on a un effet un petit peu de loupe et on se rend compte que les concepts qui nous paraissent finalement évidents parce qu'on pense qu'ils se sont introduits dans le débat public n'ont, pour certains, jamais été descendre jusqu'au bout de l'opinion publique. Alors l'antispécisme, c'est un terme un peu barbare qui
se manifeste donc le refus du spécisme. Les antispécistes sont ceux qui veulent renverser le système spéciste. C'est quand même toujours marrant, d'ailleurs, cette tendance à définir un mouvement par ce dont il est la négation. L'antispécisme, c'est pas quelque chose qui affirme ou qui propose, mais c'est quelque chose qui s'oppose. Et le système spéciste, dont nous serions, nous autres humanistes, les complices, c'est la promotion de l'idée selon laquelle l'homme occupe une place à part dans la nature, en tous les cas qu'il entretient avec les animaux une relation de supériorité. L'idée de donner des droits aux humains et rien qu'aux humains paraît odieuse aux militants de l'antispécisme. Le fait en particulier de garantir l'intégrité physique, en fait la protection de la vie humaine, et exclusivement de la vie humaine, mais par contre de s'autoriser à emmener à l'abattoir les veaux, les vaches et les cochons, ce serait une idée spéciste parce que c'est faire une discrimination en fonction des espèces, préférer l'espèce humaine aux autres espèces animales. D'ailleurs, les antispécistes aiment bien rappeler que nous sommes des animaux humains par opposition aux animaux non humains. On comprend bien l'idée, c'est de dire que nous sommes tous des animaux et rien que des animaux. Donc l'antispécisme, c'est une forme, on va dire, radicale de toute cette galaxie animaliste qui sont en gros tous les gens qui veulent que l'on s'intéresse un peu plus aux animaux. Parmi ces gens-là, il y a des tas de gens qui font des choses très bien, qui ont créé depuis maintenant plus de 2 siècles les premières sociétés de protection des animaux, qui militent pour le bien-être des animaux, qui ont fait voter au fur et à mesure que nos sociétés ont pris en compte cette question du bien-être animal, eh bien, qui ont fait voter un certain nombre de mesures réglementaires qui font qu'on ne peut pas chasser n'importe comment, on ne peut pas chasser autant d'animaux qu'on veut, on ne peut pas élever ces bêtes n'importe comment non plus. Il y a des normes à respecter qui sont toutes pour le bien-être de l'animal, mais qui ne s'opposent pas au principe selon lequel l'homme est légitime à exploiter l'animal pour son propre plaisir, y compris de le mettre à mort. Et puis donc il y a ces antispécistes qui ne visent pas simplement à améliorer le bien-être des animaux, mais à véritablement leur conférer des droits, à peu près les mêmes que nous, à quelques nuances près peut-être en fonction du degré d'intelligence des animaux, mais en tous les cas leur accorder au moins un droit fondamental, qui est le droit à ne pas souffrir, le droit à ne pas être tué, et donc ce droit évidemment changerait radicalement la face de nos modes de consommation actuels, puisque ça suppose de mettre un terme évidemment aux activités d'élevage, évidemment aux activités récréatives comme la chasse, la pêche, etc., mais aussi à l'exploitation du cuir, à l'exploitation, évidemment le miel, le lait, tous les produits dérivés, tout ce qui suppose à un moment d'avoir exploité un animal. Ils vont même jusqu'à se demander s'il ne faudrait pas arrêter les balades de poneys dans le jardin du Luxembourg. Et pour l'instant, ils ont obtenu des premières victoires symboliques parce qu'ils ont obtenu des congés payés, des congés maladie, pardon, congés payés pas encore, on y viendra peut-être, des congés maladie pour les poneys, des congés mat quand elles viennent de mettre bas. Ils ont un certain nombre de RTT, donc ils ne peuvent pas travailler plus de X jours par semaine, etc. Ce qui m'amène d'ailleurs, et je termine juste là, peut-être à donner une dimension qui est importante. Souvent, les gens me demandent, l'antispécisme, c'est bien, théoriquement, on comprend ce que c'est, mais comment ça se manifeste concrètement? C'est-à-dire, comment est-ce que l'antispécisme mène un combat quotidien pour faire évoluer la société vers la fin de l'exploitation animale? Eh bien, un des échelons clés, ça je m'en rends compte au fur et à mesure du temps, c'est l'action municipale. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont bien compris que la politique des petits pas était beaucoup plus efficace que le fait d'arriver avec ses gros sabots et de promouvoir une idéologie et de dire du jour au lendemain, il faut tout arrêter. Et l'échelon clé pour eux, c'est l'action des communes qui en fait sont constamment en train de se poser la question de la coexistence entre les espèces animales et l'homme, parce qu'il y a les petits oiseaux dont il faut prendre soin quand on a des chantiers qui vont détruire leur habitat, il y a évidemment tous les nuisibles, est-ce que c'est juste ou pas d'éliminer les rats dans nos égouts, etc. Et donc en fait, l'action municipale aujourd'hui est un des ressorts clés de la cause antispéciste, et en particulier depuis qu'on a des élus écolos qui ont rempli tous nos conseils municipaux de grandes métropoles en France, eh bien on a maintenant des délégués spécifiques pour le bien-être animal, qui vont faire avancer toutes sortes de politiques qui sont à chaque fois en faveur de cette cause antispéciste, donc cette cause animaliste radicale. Merci pour ce panorama complet. Alors maintenant, on va demander un peu à Christian la même chose. C'est-à-dire que, donc là, lui, c'est la biodiversité. Et la biodiversité, c'est une photographie finalement des espèces, enfin, tu me diras si j'ai raison, qu'on trouve à un moment donné, mais quand même, la nature, c'est aussi une permanente évolution. Donc, sur disons, la définition d'abord de la biodiversité, et puis sur ce problème de définition, justement, avec une nature qui évolue, et donc la problématique de protéger quelque chose qui doit évoluer par nature.
Alors la biodiversité, très simplement, en tout cas telle qu'elle a été définie par la Convention sur la biodiversité, c'est la diversité des espèces, ça tout le monde le sait. On sait moins que c'est aussi la diversité des habitats, c'est-à-dire ce qu'on appelle écosystème, et encore moins que c'est la diversité des gènes. Donc la diversité biologique, c'est l'ensemble de la diversité du monde vivant, telle qu'elle est définie. Bien, alors, à partir de ça, on peut s'interroger, en gros, c'est la biosphère, quoi, hein, pour aller vite. On peut s'interroger pourquoi on parle de biodiversité et pas de nature. Parce qu'avant, on parlait nature, on disait c'est la nature, il faut protéger la nature, on parle de biodiversité. Il y a plusieurs raisons, mais une raison relativement simple, c'est parce que, avec le mot biodiversité, on a l'impression qu'on peut compter les espèces. Hein, c'est basé sur la notion d'espèce. On peut en discuter, la notion d'espèce est très discutée actuellement, mais c'est basé sur le fait que les espèces, on peut les compter, en principe, et donc avoir une approche plus scientifique, plus rationnelle que l'approche de la nature. Donc ça, c'est la définition et c'est la démarche qui a été suivie au départ. Et celle que, bon, on avait oublié quand même que derrière l'approche diversité biologique, qui est l'approche finalement des naturalistes, des scientifiques, qui est un peu sèche. On identifie des espèces, on les décrit, etc. Mais il y avait tout un ensemble de relations émotionnelles de l'homme à la nature. Et ces relations émotionnelles ont été à l'origine de dérives, je dirais d'une certaine manière, parce que on s'est mis à parler d'une manière un peu mystique de la nature. Hein. On a parlé d'une nature qui serait belle si l'homme ne la détruisait pas, quoi. Je schématise un peu, mais c'est ça quand même le cœur de chauffe, j'allais dire, des ONG de conservation, des grandes ONG de conservation de la nature, c'est de penser qu'il y a une nature qui serait immuable, intrinsèque, qui serait en gros, je ne vais pas détailler ça, mais c'est un peu la continuité de la pensée créationniste qu'on retrouve encore aux États-Unis, qu'on retrouve encore dans certaines religions, selon laquelle, en tout cas, Dieu a créé la nature, a créé les espèces, et donc la nature est immuable. Donc on est dans un rapport assez compliqué maintenant, puisque au-delà de la définition scientifique, il y a toute la définition ou toutes les relations qui se sont mises sur le plan émotionnel autour de la biodiversité. Alors, je disais tout à l'heure, la croyance dans le fait qu'il existe une belle nature si l'homme ne la détruisait pas, c'est quand même quelque chose qui est au cœur finalement des discussions que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Parce que, effectivement, penser que la nature a toujours existé, c'est tout simplement un mythe. C'est vraiment le mythe absolu. Si vous réfléchissez à la manière dont la biodiversité en Europe s'est constituée, ça a été l'objet de multiples aléas climatiques. Vous savez peut-être que pendant les 2 derniers millions d'années, il y a eu à peu près tous les 100 000 ans une période de glaciation, une période de réchauffement. C'est-à-dire que vous avez eu un effet d'essuie-glace qui est passé en permanence, enfin tous les 100 000 ans, sur l'Europe, qui a détruit, quand on nous dit qu'à l'heure actuelle, on vit une période d'érosion de la biodiversité inégalée, les gens n'ont pas réfléchi que les glaciations qui se sont... il n'y a pas que le nord de l'Europe, il y a le nord de l'Amérique, il y a le nord de l'Asie, tout ça, ça a détruit une grande partie de la diversité biologique. Bon, toujours est-il que ça, c'est donc de briques et de broc, il n'y a pas une nature qui s'est pérennisée, et puis surtout en Europe, la nature, elle est constituée de très nombreuses espèces introduites. Les premiers agriculteurs ont introduit ce qu'on appelle actuellement les plantes adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes, pour aller vite dans les champs. Tout ça, les coquelicots, les bleuets, c'était introduit il y a 6 ou 7 000 ans par les agriculteurs qui venaient de Mésopotamie. Et puis depuis, vous avez des quantités d'espèces qui ont été introduites. Un collègue botaniste a fait une évaluation un peu de la flore du bassin de l'Adour. Il a trouvé sur 10 000 espèces, 6 000 espèces introduites. C'est à vous dire que quand même le poids des espèces, et il en arrive en permanence, dans les ballasts des bateaux, dans les cargos, dans les avions, vous avez en permanence une arrivée d'espèces qui ne se naturalisent pas toutes, mais qui, pour certaines, vont se naturaliser. Et à l'heure actuelle, on parle en agriculture beaucoup d'arrivées d'espèces qui sont des ravageurs de culture ou des maladies des plantes,
Et voilà, la biodiversité, c'est dynamique. Et il faut surtout pas croire qu'il existe une nature, je dirais, qu'il faut sacraliser. Protéger la biodiversité, c'est protéger la photographie du moment. Or, on a une biosphère qui est en permanente évolution. Donc c'est un peu le paradoxe de la... Donc c'est pour ça que c'est d'une certaine manière, oui, on est des nouveaux créationnistes. Oui, d'une certaine manière, une vision néo-créationniste du monde, quoi. Mais à l'heure actuelle, avec le climat qui est en train de changer, alors on peut discuter, c'est dû à l'homme, c'est peut-être, oui, probablement, peut-être, en partie, mais n'empêche que le climat a toujours changé. Il a toujours changé. Et penser que, je veux dire, on ne vit pas une période exceptionnelle, on vit une période qui a toujours existé, liée au fait que le climat s'est réchauffé, a refroidi, etc. Et la biodiversité s'adapte en permanence. On a plein d'exemples, en tout cas, de biodiversité qui s'est adaptée, même après des grandes catastrophes. Ouais. Si tu veux, je vais tutoyer tout le monde, sinon je ne vais pas y arriver. Si tu veux répondre ou éventuellement. Non, c'est très intéressant. Moi, ce que je note, c'est que c'est amusant sur la protection de la biodiversité, parce que finalement, on retrouve, c'est le paradoxe parfois des étiquettes politiques, on retrouve dans ce que je comprends un instinct extrêmement conservateur, au fond, dans cette écologie qui veut photographier la planète telle qu'elle est aujourd'hui et ne plus rien en changer, qui généralement, quand on regarde par ailleurs les autres, on parlait tout à l'heure de la distinction entre l'écologie qui est simplement la préoccupation de l'environnement et l'écologie qui est plus une galaxie de préoccupations sociétales très générales. Et ces gens-là sont généralement assez peu conservateurs sur leurs autres positions sociétales, mais là par contre, c'est le paradoxe, ils veulent absolument tout garder comme tel et ne plus rien changer. C'est quand même amusant comme paradoxe. C'est ce qui me vient en vous écoutant en tout cas. Et c'est en grande partie le discours qui est tenu par les ONG, les grandes ONG, hein, WWF, etc., de conservation de la nature. Que c'est effectivement, quand on... Il y a eu une anecdote un peu amusante. Dans le cadre de Notre-Dame-des-Landes, on avait un comité scientifique qui était chargé de regarder les programmes de protection de la nature dans Notre-Dame-des-Landes. Et il y avait des textes législatifs français qui disaient qu'il fallait reproduire les milieux à l'identique, les milieux qui étaient, je dirais, utilisés pour l'aéroport. Il fallait avoir des mesures compensatoires et reproduire ces milieux à l'identique. Ce qui est une absurdité complète. Parce que d'abord, les terrains de Notre-Dame-des-Landes qui avaient été figés déjà il y a 50 ans, c'était des terrains agricoles en déshérence, donc ça n'avait rien de naturel. D'autre part, il n'y en avait plus identiques. Et c'était vraiment une idée que... Et derrière ça, il y avait aussi le manque de perspective en matière temporelle, c'est-à-dire que les gens n'ont pas réfléchi, ne réfléchissent pas au fait que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on va avoir un climat différent. Quand on protège des zones humides à l'heure actuelle, les zones humides, c'est des milieux superficiels, labiles, l'eau s'évapore ou l'eau arrive avec les pluies. Si on n'avait plus de pluie, comme certains modèles le prédisent, on prévoit 30% de réduction de la pluviométrie dans certaines régions de France. Mais comment vous allez protéger les zones humides ? Soit vous allez faire des réserves d'eau, c'est interdit par les ONG à l'heure actuelle, il y a un grand débat sur l'utilisation de l'eau, soit vous laissez les zones humides à l'abandon. Alors, quand on réhabilite une zone humide, il faut réfléchir au fait que dans 20 ans, 30 ans, il n'y en aura plus. Donc, cette perspective temporelle, elle est zappée en général. Ce qui est amusant, après je vous rends la parole parce que je vois le speaker s'impatienter, mais ça fait écho aussi à un autre projet que je vois tout juste naître dans on va dire un peu la pensée écolo-radicale, qui est la volonté de recréer des espaces complètement sauvages, dans lesquels l'homme évidemment aurait plus accès, donc ce seraient des espaces qui seraient des sanctuaires, et l'idée de retourner par exemple à des forêts primaires. J'ai vu même un projet très sérieux qui chercherait à implanter une nouvelle forêt primaire sur le continent européen, avec cette espèce de mythe qu'il serait souhaitable de recréer des espaces vierges de toute présence humaine. On ne sait pas très bien pourquoi ni comment, puis de toute façon aucun de nous n'y aurait accès, donc on ne voit pas bien qui en jouirait. Donc c'est un espace laissé à la nature, comme si la nature avait des intérêts en soi. On revient un peu à la volonté parfois de personnifier un peu la nature, qui devient une espèce de divinité contemporaine. Et ça, pour le coup, ça trouve un écho dans une partie de la jeunesse, qui dit « Ah ouais, c'est super bien, il faudrait faire ça. On ne sait pas pourquoi, mais il faudrait le faire. » Francis Allais. C'est Francis Allais. Ouais, c'est Francis qui... Allais, oui.
qui développe cette idée. Qui est un botaniste tropicaliste. Oui, alors, pour revenir sur les animalistes, disons, dans votre livre, dont vous parlez notamment du pape de l'antispécisme, qui a écrit un livre là-dessus il y a très longtemps, hein, c'est Peter Singer. J'adore quand on le présente comme le pape de l'antispécisme. Je suis sûr qu'il se retournerait là où il est, s'il nous entendait en entendant ça, ça le ferait bien chier. En tout cas, moi j'entends ça depuis, enfin son nom, je l'entends depuis 30 ans, bien avant que l'antispécisme arrive en France. Mais donc vous parlez est-ce que vous pouvez nous raconter un peu du parallèle qu'ils font, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, mais avec le racisme, alors il y a notamment la notion du carnisme, et puis en fait cette extension des droits qu'ils veulent faire, n'y a-t-il pas quand même une logique dans leur discours? Moi je trouve qu'il y en a une logique parfois implacable qui est finalement d'augmenter de plus en plus notre attention à par exemple des êtres faibles, mais notre bienveillance, mais élargir le périmètre. Nous n'avons pas arrêté d'élargir le périmètre de la bienveillance depuis des siècles, mais il suffit de franchir un nouveau pas. Il y aurait une différence de degré, non pas de nature. Et je trouve j'ai toujours trouvé ces arguments relativement convaincants, personnellement. Mais c'est parce que vous laissez séduire par la pensée de système. Vous avez un biais qui vous fait apprécier un système bien cohérent, bien structuré, et de fait, cette pensée-là l'est. C'est effectivement un principe très simple qui est posé dès le départ, qui est celui en gros que la souffrance est quelque chose de fondamentalement mauvais, donc qu'il est souhaitable de l'éviter, de l'épargner, quelle que soit la nature de cette souffrance, et en particulier quelle que soit la nature de l'individu qui éprouve cette souffrance. Et que donc, dès lors qu'un individu est en mesure d'éprouver de la souffrance, tout agent moral, donc en l'occurrence seulement les humains, puisque les antispécistes reconnaissent que seul l'homme est capable de concevoir l'éthique et la morale, et donc de se poser la question de la justesse des fins, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Mais donc tout agent moral serait contraint de respecter les animaux, les individus en général capables de souffrir. Donc c'est en fait effectivement élargir le champ de la morale à l'ensemble des êtres capables de souffrir, l'ensemble de ce qu'ils appellent les êtres sentients, c'est-à-dire au fond la plupart des animaux, humains ou non humains. Et effectivement, ce principe qu'ils posent en préalable de leur système est à la fois extrêmement simple et en même temps aussi extrêmement attirant, j'allais dire séduisant, parce que, comme vous le dites très bien, logique on va voir, c'est pas sûr, mais en tous les cas séduisant, parce qu'effectivement vous le dites assez bien, ça fait appel d'abord d'une part à ce qu'il y a de plus profond dans les quelques valeurs un petit peu galvaudées que nous a léguées l'époque contemporaine, c'est-à-dire la bienveillance, la gentillesse, le fait qu'il faut être gentil avec tout le monde et pas faire de mal. Donc il y a cette espèce d'extension du principe de la bienveillance dans une logique inclusive. D'ailleurs, c'est pas pour rien, c'est assez intéressant qu'il y ait une filiation entre la pensée du multiculturalisme notamment, comment est-ce qu'on peut inclure des personnes de plus en plus diverses de par leurs origines dans nos sociétés, et la pensée antispéciste. C'est effectivement une logique de l'inclusion, et qui va pousser cette inclusion jusqu'à des principes politiques extrêmement concrets. Comment est-ce qu'on fait pour prendre en compte les intérêts de ceux qui nous sont différents? On voit bien d'ailleurs que l'antispécisme s'inscrit dans une crise contemporaine de l'identité qui nous fait à la fois haïr notre semblable et adorer celui qui est autre, mais celui qui est autre même avec un A majuscule, le tout autre, celui qui est plus l'autre est différent de moi, et plus la morale contemporaine m'incite à lui porter de l'affection. Et ça confine à l'absurde, puisque ça en vient finalement à confondre des êtres, des individus qui jusqu'ici avaient toujours été catégoriquement séparés par la pensée. C'est-à-dire que bien avant de formuler des idées intelligentes, l'homme avait conscience de l'altérité radicale qu'il y a entre lui et les autres animaux. Et je pense même, alors là je m'avance un petit peu, mais je crois même que la philosophie est peut-être née de ça, c'est-à-dire que l'interrogation de l'homme sur lui-même, l'étonnement qu'il a devant ses propres facultés, devant ce qui le constitue en tant qu'homme, est né justement de l'observation des différences avec les autres animaux. L'homme s'est tout de suite rendu compte qu'il n'était pas comme les autres animaux. Et donc, c'est là que, je trouve juste peut-être une incohérence dans leur système, c'est que finalement, la conclusion à laquelle arrivent nos amis antispécistes est en somme le postulat qu'ils ont posé à leur point de départ. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à raisonner en disant « toutes les souffrances se valent », donc la souffrance humaine et la souffrance animale sont au fond une seule et même souffrance. Et partant de ce principe-là, ils en déduisent en fin de compte que l'homme est un animal comme un autre.
mais c'est là un truisme. Enfin, c'est une erreur profonde de logique dans le raisonnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer ces prémices. Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien qu'il faut en fait, dès le départ, quand on s'interroge sur la nature de la souffrance et donc sur son statut moral, est-ce qu'il y a des souffrances qui sont justes ou non, il faut s'interroger sur la nature de l'individu qui souffre et donc s'interroger sur la nature profonde de l'homme et de l'animal. D'ailleurs, la pensée occidentale s'était risquée depuis quasiment ses débuts à cette question de la distinction. Aristote, qui prête une âme à tous les êtres vivants, avait très bien défini ce qu'il pensait être l'âme végétale, l'âme animale et l'âme humaine. Et il voyait des différences fondamentales qui faisaient que d'une âme à l'autre, il n'y avait pas qu'une différence de degré, mais bien une différence de nature profonde. Et c'est ce qui, en fait, a toujours eu trait dans la pensée européenne, à ce qu'on a appelé alors tantôt la vie spirituelle, tantôt le fait que l'homme soit un animal social ou un animal politique. Bon, mais cette capacité qu'a l'homme à accéder à un niveau de vie supérieur que la vie simplement biologique ou animale en lui, qui est la vie spirituelle, qui est cette vie-là dans laquelle ils se sont appelés à cultiver les arts, à protéger les animaux jusqu'à ne plus les tuer. Et en plus de ça, à ressentir un sentiment, oui, même à énoncer des principes éthiques qui font, encore une fois, une preuve manifeste du fait que la pensée humaine n'est pas la pensée des autres animaux, et qu'on ne peut pas les comparer, l'animal n'a pas la notion de sens, de signification. Il a évidemment une intelligence qui peut parfois être même très largement supérieure à l'homme dans des domaines précis. On voit bien qu'il y a des animaux qui nous dépassent par la vision, par l'ouïe, par la capacité même à mener des raisonnements complexes pour parvenir à leur survie. Il y a donc des facultés qui, chez les animaux, nous dépassent. Mais par contre, la faculté de donner du sens à ce que je vois à travers ma sensibilité, mon approche sensorielle du réel, ça c'est une capacité qui est strictement, proprement humaine. Il ne s'agit pas de contredire le proprement humain, mais plutôt cette capacité que l'homme a de sortir de ses instincts pour justement peut-être respecter la tribu d'à côté, mais aussi les animaux qui, par extension, sont aussi une autre forme de tribu. Et donc, on sort de ses instincts pour aller au-delà de l'animal. Ce que vous essayez de me dire, c'est qu'on pourrait à la fois conserver l'idée que l'homme est radicalement différent des animaux, mais qu'en même temps, il pourrait malgré tout élargir son empathie jusqu'à ces animaux-là. Il me semble qu'il y a une continuité avec ce qui existe. C'est là que je suis pas si sûr. Enfin, il faudrait voir exactement ce qu'on met dans empathie, prise en compte ou bienveillance même à l'égard des animaux. Par exemple, si vous expliquez à un éleveur qu'il n'aime pas ses vaches parce qu'à la fin de leur vie, il va les conduire à l'abattoir, il va s'énerver. Et à bon droit, c'est-à-dire que l'éleveur, lui, est persuadé d'avoir de l'affection pour les têtes de son troupeau. Et il ne conçoit pas du tout de contradiction entre le fait à la fois d'aimer ses bêtes, et d'ailleurs de chercher à leur apporter la vie la plus agréable possible tout au long de leur existence, et en même temps à la fin de les conduire vers ce pourquoi est-ce qu'elles ont été élevées, c'est-à-dire précisément la mise à mort, l'abattage, et donc ensuite la transformation en un bien de consommation. Donc moi je ne suis pas du tout certain que on puisse rester des êtres humains, conscients de leurs différences fondamentales à l'égard des autres animaux qui composent le règne animal, si l'on prône en même temps une forme de compassion universelle. Parce que précisément, ça nous fait oublier que la souffrance humaine, elle a quelque chose de radicalement différent et de radicalement supérieur à la souffrance animale. C'est pas la même chose. Certes, l'animal souffre dans sa chair, mais il souffre seulement dans sa chair. Et donc, par conséquent, c'est une souffrance qui, bien sûr, doit nous interpeller d'une certaine manière. Il ne s'agit pas ici de prôner la cruauté à l'égard des animaux, mais qui doit être ramenée pour ce qu'elle est. Et si vous voulez, sinon on est dans la confusion complète et on en vient à une forme d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on prête aux animaux une attitude à chaque fois inspirée des hommes. C'est ce qu'on voit dans les manuels de propagande, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est véritablement de la propagande que fournit L214, donc la grande association animaliste qui fait beaucoup de bruit en ce moment, aux élèves de maternelle et de primaire. Ils apportent des tracts, même des petits livrets dans les écoles, et ils leur disent, donc c'est des jolis dessins, on voit bien les moutons, les agneaux, les coqs, les machins, etc., qui sont tranquillement dans la ferme, et ils disent, regardez, ces animaux ont des émotions. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une émotion pour un animal ? On n'est pas du tout dans le domaine de la précision, on est dans le domaine de la confusion la plus absolue. Et donc parce qu'ils ont des émotions, vous devez les respecter, parce que sinon ils vont être tristes. Qu'est-ce que ça veut dire pour un animal d'être triste ? Est-ce que c'est la même chose que d'être triste pour un petit garçon ? En fait, moi j'ai l'impression qu'on en vient à la fin à une forme d'appauvrissement de la pensée,
parce que on se rend plus capable de percevoir justement la différence qu'il y a entre eux et nous. Et ça justement, eh ben, c'est mieux par cette recherche du bon sentiment, mais le sentiment, ça fait pas une réflexion. C'est-à-dire que je peux pas tirer simplement de mes sentiments une déduction philosophique. Oui. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que ça t'inspire sur ce débat-là là? Ça m'inspire. Bon, j'ai une première remarque. Enfin, il y a des différences, mais je veux dire, ça me fait penser à la pensée de la religion jaïne, d'une certaine manière. Donc c'est les moines qui balayent devant leurs pieds pour écraser les insectes, hein, c'est ça? Si ce n'est que les jaïnes pensent qu'ils vont se ressusciter dans les animaux. Hein. Je crois qu'il y a une différence, mais je veux dire, il y a... Et d'autre part, il y a quand même aussi un débat en écologie que j'ai pas mal étudié ces derniers temps, qui est celui des espèces utiles et nuisibles, qui est né au 19e siècle autour de l'agriculture, etc. Et pour lequel, à l'heure actuelle, certains écologistes disent toutes les espèces ont droit à la vie, il n'y a pas d'espèces nuisibles. Donc, ça commence quand, cette réflexion? Au 19e siècle. Ah, ouais. Je suis en train j'ai préparé un ouvrage sur la question de la protection des oiseaux insectivores au XIXe siècle, dans le cadre de la lutte contre les ravageurs de culture. C'était une protection tout à fait utilitariste, c'est-à-dire il était question il n'y avait pas de phytosanitaire à l'époque, donc on essayait de trouver les luttes biologiques. On a inventé la lutte biologique à cette époque-là, d'ailleurs, il y a longtemps d'ailleurs qu'on a inventé. Et derrière ça, on a bien vu tout le débat, il y a eu tout un débat scientifique autour de comment séparer les espèces nuisibles des espèces utiles, qui s'est soldé par un fiasco, parce qu'on n'arrivait pas à trouver de critères nets entre des oiseaux utiles et des oiseaux nuisibles. Il y en avait qui étaient à mi-chemin, il y en avait beaucoup qui étaient à mi-chemin. Il y a tout un débat sur les moineaux. Est-ce que les moineaux sont utiles ou nuisibles, etc. Et quand même, ça s'est terminé par le fait qu'un certain nombre d'écologistes ont dit toutes les espèces sont indispensables au fonctionnement d'un écosystème. Alors, il y en a d'autres qui ont dit toutes les espèces ont droit à la vie. Donc, on voit bien que quelque part, il y a cette notion qui était aussi en germe en écologie à cette époque. Oui, mais la notion de nuisible, c'est surtout, s'entend toujours par rapport à une activité. On n'est pas nuisible en soi. On est nuisible pour les forestiers, pour les agriculteurs ou pour les gens qui protègent les oiseaux. Je peux vous dire qu'à la LPO, on flingue allègrement les ragondins, par exemple. Ouais. Mais ça dérange personne. Ouais. Ou on flingue, ou on fait les goélands, par exemple, parce que ça mange les œufs d'avocette qui est notre oiseau. Donc la notion de nuisible existe aussi chez les écologistes, en fait. Des sacrés. Oui, tout à fait. Voilà. Ou des espèces introduites. Alors, une question maintenant pour Christian sur cette histoire qu'on entend partout. Tu l'as légèrement évoqué dans l'introduction, de 6e extinction. Alors ça devient la tarte à la crème. La biodiversité, c'est le 2e sujet d'inquiétude qui nourrit le catastrophisme. Ça, c'est très net. Et dans ce cadre-là, on parle de la 6e extinction. Donc, il fait suite. Il y en a eu 5 avant, donc. Il y en a eu 5, oui. C'est ce que... ça part d'un travail fait par des paléontologistes qui ont travaillé sur les fossiles des sédiments des grands fonds marins. Parce que c'est là où on peut avoir finalement des chronologies suffisantes pour... en tout cas, c'est surtout là qu'on peut avoir des chronologies suffisantes. Et qui ont montré qu'il y avait des espèces qui disparaissaient à certains moments de manière un peu brutale dans les carottages. Hein, je veux dire, donc ça part essentiellement de microfossiles conservés dans les sédiments marins qui ont été analysés par des paléoécologistes. Et il y a eu surtout un travail là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu plein de périodes d'extinction enregistrées. Il y en a 5 qui sont considérées, d'après les données dont on dispose, parce que dans ce domaine, il faut toujours être très prudent. Quand on travaille sur des données paléontologiques, il faut quand même toujours être prudent sur la qualité des données, savoir si c'est vrai ici, est-ce que c'est vrai là, on n'en a jamais... Et surtout, qu'est-ce qu'une espèce? Moi, je te coupe, parce que une espèce dont on trouve le fossile, aujourd'hui, par exemple, si on prend 2 grains pro, le grain pro des jardins, le grain pro des bois, je pense que s'il y en a un fossile, on ne sait pas les reconnaître. Donc une espèce, ça fait 2 espèces aujourd'hui, peut-être qu'hier ça en faisait qu'une. Enfin, l'espèce paléontologique n'a rien à voir avec l'espèce biologique. Et donc comparer les rythmes d'extinction. Toujours est-il qu'on a plusieurs variations.
les auteurs ont distingué 5 grandes périodes d'extinction. Bon, on aurait pu en prendre 6 ou 7 ou 8 ou 2, je veux dire, peu importe. Hein. Ça a été un choix qui a été fait. Alors, bon, voilà, alors ça, c'est fait sur des sédiments marins. Hein. On a très peu d'informations parce que il y avait une conservation des fossiles. Sur les lacs, on arrive à effectivement faire des carottages, mais ça remonte à quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'années au maximum, mais on n'a pas cette pérennité finalement de l'évolution. On n'a pratiquement aucune information sérieuse sur les continents. Ça, je crois que ça, c'est un des points sur lesquels il faut insister. On retrouve des fossiles, mais on n'arrive pas à savoir quelle était effectivement la faune en place à une époque. Je veux dire, là, il aurait fallu trouver des endroits où, pour des raisons diverses, on avait une faune tout à fait installée qui a disparu d'un seul coup. Et je vous parlais tout à l'heure des glaciations qui ont affecté à diverses reprises le pôle Nord, enfin l'Arctique. Hein. Ça a été quand on imagine l'avancée des glaces. Ici, on était en toundra, on était en Sibérie, hein, on était en zone de permafrost. Hein, il faut bien se dire ça. Et c'est pas vieux, hein, il y a 10-12 000 ans, on était encore dans cette situation-là. Donc, il y a eu une érosion massive, hein, catastrophiste, si on utilise des termes à la mode. Hein, mais on n'a pas de traces, quoi. Donc on spécule, mais on spécule raisonnablement, parce que quand même, on arrive à avoir quelques indices, en particulier la disparition pratiquement systématique des espèces dites endémiques, alors c'est une autre distinction, du nord de l'Europe par rapport au sud de l'Europe. Les espèces endémiques sont des espèces qui ne vivent qu'en un seul endroit, c'est-à-dire qui ont une distribution très limitée. Beaucoup d'espèces endémiques sont des espèces qui vivent dans les îles. Sur les îles, il y a eu des phénomènes de spéciation. Des animaux isolés se sont mis à évoluer différemment de ceux du continent. Donc, mais on a aussi des îles continentales, mais enfin bref. Quand on regarde un peu pour certaines espèces végétales, les espèces endémiques qui existent à l'heure actuelle en Europe, on s'aperçoit que tout le nord de l'Europe, il n'y a pratiquement plus d'endémiques. On va en retrouver par contre des centaines, voire des centaines dans le sud de l'Europe, en Grèce par exemple, ou au sud de l'Italie. Ce qui veut dire que quelque part, il y a eu des phénomènes d'érosion. Je veux dire, c'est une indication concrète. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est une indication concrète qu'il y a eu des... Bon, alors maintenant... Et alors celle-ci, oui, la nouvelle, celle qui est prétendue, la 6e extinction, est-ce qu'elle est à l'auteur des autres? Est-ce qu'on est vraiment dans cette situation catastrophique? Les chiffres scientifiques recueillis par les scientifiques montrent qu'on est à quelques 250 ou 300 espèces de vertébrés qui auraient disparu depuis à peu près 300-400 ans. Hein. Et dans ce contexte-là, 95% sont des espèces qui ont disparu dans les îles, et en particulier dans les îles de l'Indo-Pacifique. C'est des chiffres qui sont publiés, je n'invente rien là. Donc ça veut dire que quelque part, sur le continent européen, le nombre d'espèces qui ont disparu du fait de l'homme, je dis bien disparu du fait de l'homme, il y en a quelques-unes. Hein. Tout le monde sait que l'auroch a disparu, que le bison a failli disparaître et que le grand pingouin a disparu. Hein. Bon, voilà. Mais oui, mais c'était pas en Europe, c'était dans l'Indo-Pacifique. Donc voilà. Donc il y a effectivement une forme de paranoïa autour de cette question et une forme de surenchère. Je veux dire qu'on voit bien qu'à l'heure actuelle, par exemple, le WWF a publié des chiffres qui montrent qui disent en tout cas que 65 ou 70% des espèces de vertébrés ont disparu ou sont en danger de disparition, etc. Il y a 2 publications scientifiques qui sont parues peu de temps après. Hein. L'une dit, quand on regarde les populations animales, il y en a 15%, je schématise, hein, qui sont en diminution, 15% qui sont en augmentation, et le reste est stable. Ce n'est pas tout à fait les mêmes chiffres. Et quand un autre travail a montré que quand on regarde les données statistiques,
il y a environ 2 à 3% des populations qui pèsent très lourd. C'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques populations d'animaux qui régressent fortement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. On n'est pas en train de dire que tout va bien. Mais ça n'est pas l'ensemble de la population. Et laisser croire que la biodiversité disparaît, que nous allons vers un désert biologique, c'est totalement faux. Parce que là aussi, on a montré que là où il y a des espèces qui disparaissent, mais disparaissent, c'est un mot bizarre, hein, parce qu'on l'utilise un peu dans tous les sens. Hein. Elle disparaît parce que, pour des raisons climatiques, elle ne vit plus chez nous, hein, ou elle disparaît parce qu'elle est éteinte. Il y a très peu d'espèces éteintes, hein, il faut être très clair là-dessus. Donc, on travaille un peu sur des ambiguïtés en matière de vocabulaire, hein, et on s'aperçoit que ces 2 ou 3% d'espèces qui pèsent lourd dans le tableau des disparitions, par ailleurs, la plupart des populations d'espèces sont en équilibre plus ou moins stable. Hein. Je veux dire, l'équilibre, ça n'existe pas, mais n'ont pas des tendances fortes à la régression. Donc on est alors, je vais pas anticiper là-dessus, mais on est quand même dans une forme de surenchère et une forme de prise de pouvoir politique d'une certaine manière, d'organisations type ONG, qui veulent avoir la main mise sur la protection de la nature. Ce sont elles qui, au départ, dans la discussion à Rio sur la Convention de biodiversité, voulaient devenir les gendarmes de la nature, donc pouvoir intervenir dans les États pour leur dire il faut faire ceci, il faut faire cela pour protéger la nature, ce que les États raisonnablement ont refusé. Hein. Les États restent maîtres chez eux quand même, donc ils n'ont pas été très contents, mais ils ont pris d'autres approches. Hein. Bon, on pourrait en discuter beaucoup là-dessus, mais... Ça t'inspire quelque chose ou... Non, c'est passionnant, j'ai grand intérêt. Oui, alors... Pour revenir sur l'antispécisme, est-ce que finalement, on a vu les arguments que tu as développés tout à l'heure, est-ce que le meilleur argument, enfin pour moi c'est le meilleur, hein, mais c'est pas celui du monde absurde dans lequel ça peut nous mener, c'est-à-dire qu'on vient, d'ailleurs un peu comme la biodiversité, je trouve qu'il y a des aspects communs, c'est-à-dire que si on veut protéger la biodiversité telle qu'elle est, et si on veut, comment dire, défendre les animaux tels que le veulent les antispécistes, on va arriver sur un monde ingérable, en fait, complètement absurde. Alors, vous parlez, par exemple, de la zoopolis. Ça ressemble à quoi, la zoopolis ? Effectivement, il y a 2 registres argumentatifs. La première chose, c'est de leur dire que c'est crétin. L'autre chose, c'est de leur dire que c'est absurde. Et vous avez tendance à préférer l'argumentation absurde, donc allons-y. Mais c'est pas crétin. Non, en fait, ça aboutit à une... Mais on est aussi dans l'ordre des conséquences. C'est-à-dire que le principe posé au départ est peut-être pas complètement crétin, mais ça aboutit à une vision de l'homme qui est complètement crétin. Et vraiment, on lit des choses parfaitement crétins, ne serait-ce que simplement dans l'anthropologie que dessine l'antispécisme. Parce qu'en fait, à force de ne voir la spécificité de l'homme nulle part, ils finissent vraiment par nous ramener à des sous-êtres. Il faut, je pense, prendre conscience de ce risque-là quand même. Mais sur le caractère absurde, c'est-à-dire où est-ce que va l'antispécisme ? L'idée, c'est donc de mettre à égalité les intérêts des hommes et les intérêts des animaux. Égalité des intérêts, c'est-à-dire pas dire exactement égalité des droits, parce qu'ils ont bien compris que, par exemple, si on donne, je sais pas moi, un passe culture au cochon d'Inde, il ne saura pas trop quoi en faire, mais égalité de la prise en compte des intérêts. Or, les intérêts fondamentaux, c'est quoi ? C'est aller bien, vivre en bonne santé, mais ça va aussi un peu plus loin, parce que par exemple, si on prend la question de la santé, aujourd'hui, l'OMS définit la santé comme un état de bien-être qui englobe toutes les dimensions, c'est-à-dire aussi psychique, social, etc. Donc, il faut que les animaux se voient assurer aussi des conditions de vie sociale harmonieuses. Alors, ils distinguent en fonction des animaux, des types d'animaux. Il y aurait ces animaux sauvages à qui on va laisser le privilège de vivre tranquille et à qui on va foutre royalement la paix, comme on les envie. Mais il y aurait tous ces animaux domestiques, ou ce qu'ils appellent les animaux liminaires, c'est-à-dire ceux qui vivent au seuil de nos cités, donc les rats, les pigeons, les moineaux, bref, tous ceux qui vivent un petit peu en contact avec nous sans qu'on les ait véritablement domestiqués. Eh bien, alors, à eux, on va assurer une représentation politique pour garantir le respect de leur citoyenneté. C'est effectivement le projet du livre que vous venez de citer, Zoopolis. Zoopolis, donc la cité des animaux, de tous les animaux, c'est une cité dans laquelle la citoyenneté est étendue aux frontières de l'animalité tout entière, et donc, comme de bons citoyens, les animaux auront des privilèges que des assemblées représentatives
évidemment composés d'humains, seront chargés de faire respecter à tous les niveaux hiérarchiques possibles, c'est-à-dire du conseil municipal ou syndical jusqu'au sommet de l'État ou de l'ONU ou de je ne sais quoi. Et donc, cette citoyenneté, il faut bien voir à quoi elle aboutit. Alors, c'est une chose déjà de dire on n'a plus le droit de rien leur faire. Bon, c'est dire effectivement que demain, il n'y a plus d'éleveurs, plus de chasseurs, plus rien. Mais il faut voir que ce premier degré ne va pas suffire, parce que ça ramènerait au fond à ne considérer qu'il n'y a que l'homme qui serait un prédateur dans la nature, ce qui est évidemment parfaitement faux. Les animaux se font subir les uns les autres des choses absolument atroces, et souvent d'ailleurs infiniment plus barbares que ce qu'on fait nous-mêmes subir aux animaux. Et donc à partir de là, il faut garantir à tous les animaux, quels qu'ils soient, qu'ils ne seront pas menacés par leur coexistence avec d'autres animaux sauvages extrêmement féroces. Donc on ira faire la police, on ira s'assurer que le lion n'a plus d'appétit pour la gazelle, qui sera devenu parfaitement végétarien. On ira s'assurer, peut-être même qu'au fond des océans, tous les prédateurs, quels qu'ils soient, en fait, se comporteront comme de gentils pacifistes que nous sommes nous-mêmes devenus. Et puis à partir de là, il faudra quoi? Il faudra peut-être aussi prévenir le risque, parce que, après tout, un animal peut souffrir parce qu'un autre animal lui cause du tort, mais aussi parce qu'il s'est blessé la cheville en courant dans les bois. Donc il faudra peut-être une protection maladie universelle pour tous les animaux. Il n'y a pas de raison que nous, on ait un système assurantiel et qu'eux n'en aient pas. Donc il faut voir en fait jusqu'où est-ce que peut aller le fait de dire au premier degré la phrase suivante: les intérêts des animaux nous concernent au même titre que les intérêts des humains. Et effectivement, ça devient absurde dans le déploiement de cette politique. Ça n'en finit plus. Donc un projet qui est absurde, pour moi, me semble être un projet qui est vicié dès le départ. Mais il faut comprendre que pour eux, le simple fait de leur dire que ce à quoi ils nous conduisent est absurde n'est pas un argument suffisant. Parce qu'au contraire, c'est même pour eux une opportunité. Ça veut dire que c'est génial. Nous sommes à l'aube d'un nouveau défi de civilisation. L'homme va s'accomplir, va s'améliorer, le genre humain va se bonifier grâce à ce nouvel impératif catégorique qui est le respect des intérêts des animaux. Et donc on va inventer de nouvelles technologies, de nouvelles politiques. On va en fait être obligé d'être géniaux parce que l'objectif que nous nous fixons est extrêmement ambitieux. Pour eux, c'est une opportunité. C'est ce qui me fait dire un peu méchamment au détour d'une page, qu'ils sont un peu comme le Saint-Georges d'une fable qu'on lit dans la littérature anglo-saxonne. Donc Saint-Georges qui est celui qui a évidemment terrassé le dragon, donc c'est le grand pourfendeur de l'injustice devant l'Éternel. Donc qui, après avoir combattu le dragon, va chercher à réitérer l'exploit. Et puis évidemment, des dragons, il n'y en a qu'un seul, donc il va partir combattre des varans. Puis quand il aura tué tous les varans, il combattra des lézards. Et puis après les lézards, des petits insectes. Et puis en fait, quand il reste plus rien à combattre, plus aucune injustice à terrasser, il finira par jeter son épée en l'air de lassitude, en se disant « Mais qu'est-ce qui me reste à accomplir comme cause ?» Eh bien, nos antispécistes, c'est un peu ça. Il n'y a plus d'esclavage, il n'y a plus de ségrégation sociale dans les pays civilisés, si ce n'est peut-être encore un peu d'esclavage et de racisme dans certains pays d'Afrique Nord, mais il ne faut pas trop en parler. Il n'y a plus de grande cause des femmes à mener, parce que finalement, à part les faire pisser dans les mêmes toilettes que les hommes, on ne voit plus très bien ce qui reste à faire pour elles. Et donc, eh bien, quelle est la nouvelle grande cause qui pourra nous exalter? Quel sera le grand combat du siècle? Les animaux, la nouvelle catégorie des opprimés du siècle, comme il y avait jadis dans la pensée marxiste, les prolétaires. Les prolétaires du XXIe siècle, la phrase n'est pas de moi, elle est d'Émeric Caron, qui dans 3 jours maintenant sera à l'Assemblée nationale. C'est pas une probabilité, c'est une certitude. Je vous laisse mesurer ce que ça signifie en termes de conséquences. Émeric Caron dit « Le prolétaire du XXIe siècle, c'est l'animal ». Oui, vous avez raison. Effectivement, ça devient absurde, c'est-à-dire que ça devient ingérable, disons. Le quotidien devient ingérable. C'est comme, par exemple, si on veut l'égalité des droits à tout prix, ou le fait qu'il y ait la parité, par exemple. Je peux vous dire, dans les administrations, ça devient ingérable. La vie devient un enfer, parce qu'on n'arrive pas à mettre en place ce système magnifique. Ça, c'est le paradoxe plus général, c'est qu'effectivement, on compense toujours... Enfin, l'éthique ne peut progresser dans leur logiciel que par la norme. C'est effectivement leur façon de faire. Donc effectivement, on chasse des gros dragons au départ, et puis arrivent des dragons ridicules, c'est ce que vous dites, qui n'ont plus d'allure. Et je pense que il y a quand même une lignée entre les gros dragons
Et donc cette descente aux enfers vers le plus petit est une logique implacable, encore une fois, mais bon, on reprendra. Mais ça suppose, en fait, la distinction qu'il faut bien faire, je pense, elle est fondamentale, hein, pour bien comprendre comment se compose la galaxie animaliste. Ça suppose de faire une distinction radicale entre toute la partie qu'on appelle des welfaristes, donc ceux qui veulent promouvoir le bien-être animal, qui disent l'élevage intensif tel qu'il est pratiqué en Amérique du Nord, par exemple, c'est pas possible, les abattoirs dans les conditions sanitaires absolument horribles, y compris en France, hein, qui sont pratiqués, c'est quelque chose qui n'est pas bien, faut trouver des solutions à ça. Ça, c'est les welfaristes. Et de l'autre côté, les abolitionnistes, qui n'ont pas du tout une approche pragmatique de la question animale, mais une approche purement idéologique. Et c'est pas du tout les mêmes. En fait, plus on va les confondre, plus on sera désarmé face au débat sur la question animale. Très bien. Oui, vas-y. La question de l'homme, j'appelle ça l'homme nouveau, hein, on la retrouve en éthique environnementale très souvent. C'est-à-dire que l'homme doit se transformer pour respecter la nature, etc. Ça, c'est un leitmotiv de pas mal de philosophes français et autres. Et je crois qu'il y a certainement des ponts qui doivent se faire entre les deux approches. Et l'image, en vous écoutant, c'est le jardin d'Éden. Là où les lions côtoient les brebis, hein, je veux dire que donc les lions herbivores, ou en tout cas qui ne mangent pas de viande, quoi. C'est la prophétie d'Isaïe, et c'est ça, quand le lion se couchera au pied de l'agneau. Mais ça, bon, c'est ce à quoi nous sommes peut-être appelés dans une autre vie. Mais c'est le paradis sur terre, ça a rarement bien marché. Et ceux qui ont voulu le faire à tout prix sont révélés souvent de sanguinolents dictateurs. Oui. Pour revenir sur la biodiversité. Ce qui m'étonne toujours dans ce débat-là, même si on admet qu'il y a un effondrement de la biodiversité, il me semble pour moi que c'est très exagéré, qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce que ça peut faire finalement sur nous-mêmes, bien sûr. Là, je suis dans une réflexion utilitariste, c'est-à-dire si la biodiversité s'effondre, est-ce que notre vie, alors je parle pas spirituel en termes de patrimoine, j'en reviendrai tout à l'heure, mais plutôt, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire pas grand-chose. Je vais être un peu schématique, mais d'abord, quand on parle de biodiversité, de quoi parle-t-on ? On parle d'un petit nombre d'espèces que l'on souhaite protéger. Hein, parce qu'on ne parle jamais de la, avec majuscule L-A, biodiversité. Il n'y a aucun endroit que je connaisse où on ait fait l'inventaire complet de la diversité biologique. Et quand on regarde, alors je vais être un peu rentrer plus dans le détail, mais quand on regarde le fonctionnement des systèmes écologiques, on rapporte souvent la biodiversité au fonctionnement des systèmes écologiques. Qu'est-ce qui est la base du fonctionnement des systèmes écologiques ? Ce sont les micro-organismes, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas. Hein, si vous n'avez pas de micro-organismes pour recycler la matière organique qui est morte et relâcher des sels minéraux, vous n'avez plus de vie. Parce que les plantes ont besoin de sels minéraux, et ces minéraux, ils sont restitués au sol, à la nature, par la décomposition des organismes morts. Et pour beaucoup d'écologistes dont je suis, l'essentiel des phénomènes de fonctionnement des systèmes écologiques passe par les micro-organismes. Et là, pour l'instant, on en est au balbutiement des connaissances des micro-organismes. Je veux dire, on commence à avoir des outils pour y aller, comprendre, et là, on se trouve devant un univers totalement nouveau. La notion d'espèce n'existe plus, il faut passer à l'identification génétique. Et sur les vertébrés, disons, par exemple, si le panda disparaît, la cigogne, que se passe-t-il ? Si l'ours blanc disparaît, c'est pas une catastrophe. Hein. Il ne se passe rien. L'ours blanc, d'abord, est issu d'une spéciation il n'y a pas très longtemps, il y a 100 000 ans ou 200 000 ans à tout casser. Quoi. Il se reproduit d'ailleurs avec l'ours noir. Hein. Donc, c'est pas... Oui, vous les avez surpris. Donc, non, mais je veux dire que il y a plein d'espèces. Alors, je vais quand même dire qu'il y a 99,9% des espèces qui ont disparu de la surface de la Terre. Hein. Alors, ça a été une catastrophe permanente, l'évolution. Mais l'évolution, c'est le changement permanent. Alors, avec les aléas climatiques, les volcans, là, on a oublié les volcans quand même, hein. Ça a créé des traumatismes considérables. Alors l'homme là-dedans, je ne dis pas qu'il ne fait rien, je veux dire, c'est stupide de dire que l'homme n'a pas d'impact, mais il faut relativiser par rapport à tout ce qui se passe ou va se passer en termes de changement climatique. Et en plus, c'est assez logique que lorsqu'une espèce devient dominante, c'est-à-dire qu'en nombre et aussi en activité,
elle bouleverse les écosystèmes. On peut pas lutter, ou alors il faut avoir un projet de diminution du nombre des hommes. Il faut être cohérent, disons. On ne peut pas à la fois défendre la biodiversité telle qu'elle est aujourd'hui sans défendre la diminution du nombre des hommes. Mais je parlais tout à l'heure de la constitution de la diversité biologique en Europe. Au-delà des espèces, quand vous regardez les paysages, les habitats, les écosystèmes, la plupart sont des créations humaines. Regardez la Camargue. C'est quoi la Camargue? Un parc naturel. Site Ramsar. Ramsar, c'est le Graal de la conservation de la biodiversité. En fait, c'est quoi? C'est un milieu aménagé pour la riziculture et un milieu aménagé par les salins du Midi. Donc c'est un milieu totalement... Je prends souvent l'exemple du lac du Der, qui est un barrage réservoir de la Marne, qui doit protéger Paris des crues. Enfin, protéger, en tout cas, limiter les crues. C'était un bocage, un beau bocage. C'est devenu une zone humide. Et à l'heure actuelle, vous avez des centaines de milliers d'oiseaux migrateurs qui viennent du nord de l'Europe, qui passent par le lac du Der. Les ornithologues en foule vont les observer. Nous aussi, d'ailleurs, avec ma femme, on y est allé plusieurs fois. C'est un vrai spectacle de voir les grues le matin. Mais voilà, je veux dire que... on dit que l'homme détruit la nature. Bien sûr, il en détruit, mais j'aimerais aussi qu'on dise qu'il en crée. Et tout le problème est là, c'est qu'on a toujours une vision univoque, on ne prend jamais en compte, il y a du pour et du contre. Quand on modifie un système écologique, on ne le détruit pas, on le fait évoluer, on le transforme. Exactement. Une transformation, c'est pas forcément en qualité, ni moins bien, ni mieux. Après, ce sont des jugements de valeur. Oui, Évidemment, je n'ignore pas que quand on fait une zone industrielle avec du béton partout, c'est pas favorable à la biodiversité. On est bien d'accord là-dessus. Mais il faut aussi trouver des exemples positifs pour dire que quelque part, on est capable de faire des choses bien en matière de... On peut rappeler d'ailleurs que beaucoup d'espèces existent, sont commensales de l'homme. Donc les hirondelles, on peut imaginer que les hirondelles, s'il n'y avait pas les êtres humains, d'ailleurs l'espèce en tant que telle peut-être n'existerait pas, ou ça serait son ancêtre, mais enfin, le martinet noir, si vous connaissez cet oiseau, sans l'homme, il serait quoi? Il serait beaucoup moins abondant. Beaucoup de nos espèces, en tout cas d'oiseaux ou mammifères, sont liées aux pratiques agricoles. Je veux dire que c'est l'agriculture qui a ouvert des paysages. Donc toutes les espèces de milieux ouverts dont à l'heure actuelle, on parle beaucoup de la disparition des oiseaux, des milieux ouverts, des milieux agricoles. Mais c'est lié pour beaucoup aux pratiques agricoles. Alors, je n'exclus pas le fait qu'il y ait les insecticides, mais il n'y a pas que ça. Beaucoup d'espèces sont liées à un habitat. Si vous n'avez pas l'habitat de cette espèce, vous n'aurez pas l'espèce, c'est clair. Et on a montré que quand on recrée de l'hétérogénéité dans des paysages agricoles, on recrée de la diversité biologique. Il faut noter que la nature reprend très vite ses droits. Donc pour finir, j'avais encore une question. Alors, d'abord, il y a cette histoire que vous en parlez, mais à mon avis, c'est un vrai argument. C'est-à-dire que les animaux, vous l'avez un peu évoqué, sont très cruels entre eux. Moi, j'ai vu des vidéos de cigognes où la femelle, mais alors, tue son bébé sans ménagement et le fout. Vous l'avez vu ça? Vous avez l'ours récemment sur les réseaux sociaux, l'ours brun, qui a essayé de tuer le petit ours, là, et puis bon, il est tombé pour récupérer l'ourson. De drague, il voulait tuer son bébé pour récupérer. Et il est mort, le pauvre, mais vraiment d'une violence incroyable. Vous regardez sur Internet cette violence, mais pour moi, c'est un des meilleurs arguments. Pourquoi aller vouloir avoir une telle sensiblerie pour des animaux qui ne sont aussi peu sensibles à la douleur d'autrui, quoi. Je confesse un petit plaisir coupable à m'abonner à quelques comptes sur YouTube de Nature is Metal, c'est des comptes qui relaient que des vidéos de cruauté animale. Et effectivement, ça me conforte dans l'idée qu'au fond, l'homme a beau par ailleurs avoir certains aspects dans sa civilisation, dans son histoire qui sont aussi assez cruels ou assez barbares, c'est peut-être pas la pire non plus des créatures. Non, effectivement, c'est un argument qui s'entend, c'est-à-dire de dire au fond, l'homme seul est capable d'émettre une pensée qui soit positivement bonne, c'est-à-dire en fait il est capable de morale, il est capable de justice. L'animal lui ne l'est pas. Alors du coup, l'homme a aussi le penchant inverse, c'est-à-dire que à l'inverse, les animaux peuvent parfois s'entretuer entre eux. On n'a jamais vu d'animaux commettre des génocides au nom d'une idéologie mortifère. Les animaux n'ont jamais construit les chambres à gaz. Donc l'homme est peut-être à la fois le meilleur et le pire des animaux, ce qui est assez vertigineux si on prend la question sérieusement au plan philosophique. Mais effectivement, la cruauté qui existe dans la nature, elle montre que ce qu'on appelle parfois improprement les lois de la nature, en fait, ne sont que le règne du plus parfait chaos, du plus parfait désordre. Et
ça m'amène, et je voulais faire un petit peu le pont, parce que depuis tout à l'heure, je cherchais un petit peu justement en quoi est-ce que ce qu'on pouvait dire, les différents aspects qu'on pouvait aborder se rejoignaient. Au fond, la question que nous nous posons ce soir, c'est celle de la place de l'homme dans la nature. Place de l'homme par rapport à l'animal, place de l'homme par rapport aux espèces animales, mais quoi qu'il en soit, place de l'homme par rapport aux autres êtres vivants qui composent le grand tout qui serait la nature. L'homme, ce qui est certain, c'est qu'il vient mettre de l'ordre dans quelque chose de désordonné, qui obéit certes à ses propres lois, mais on voit que ces lois sont empreintes d'une forme de violence des changements climatiques, comme violence à l'échelle microscopique du temps, des comportements des êtres vivants entre eux. Et donc la place de l'homme est probablement aussi bien de venir mettre une forme d'harmonie dans ce monde. La question, c'est celle des limites. Jusqu'où est-ce que l'homme peut pacifier le cosmos? Jusqu'où est-ce que l'homme peut faire d'un monde très inhospitalier un espace vivable pour lui? De toute évidence, l'homme a intérêt à sa propre conservation. Pas simplement ma conservation égoïste et individuelle, même si j'ai évidemment aussi tout intérêt à me conserver moi-même, mais conservation, alors j'allais dire de conservation de l'espèce, mais pas simplement de l'espèce parce qu'elle est une espèce biologique que l'on veut préserver au plan de la biodiversité, mais conservation de ce que représente spirituellement l'humanité, l'idée de l'homme. Nous voulons nous préserver parce que nous pensons qu'il est préférable dans le monde qu'il y ait l'homme précisément pour faire surgir la poésie au milieu du chaos, faire surgir l'ordre, la civilisation. Il est préférable, le monde est plus beau habité par l'homme que sans l'homme. Malgré les dalles de béton. Parce que l'homme ne fait pas que des dalles de béton, il sait aussi construire des cathédrales. Il savait. Non, il y a encore de très belles choses, il ne faut pas désespérer de l'époque. Et donc, j'en reviens à cette question de la place de l'homme. C'est toujours le drame des auteurs, c'est qu'on écrit un bouquin, puis ensuite on entend des gens dire des trucs absolument passionnants, mais après qu'on ait fini le bouquin, et donc du coup on n'a pas pu les écrire à temps. J'assistais avant-hier à une conférence, je discutais avec quelqu'un lors d'une conférence qui est Emmanuel Brochet, qui est donc le directeur de l'IPC, qui est quelqu'un d'éminemment intelligent et qui a très bien montré justement cette spécificité de l'être au monde humain. Il dit mais la question de la place de l'homme, justement, n'a pas de sens parce que l'homme est cet animal qui n'a aucune place, cet être vivant qui n'a aucune place dans le monde. Les autres êtres vivants ont une place qui leur est propre. Les végétaux, c'est facile, parce que le fait qu'ils soient enracinés fait que de toute façon, ils ne peuvent pas quitter leur place. Ils sont épinglés, si j'ose dire, à leur place. Les animaux, eux, ont une forme de mobilité, mais ils ont des habitats naturels. On ne trouve pas, a priori, des ours polaires dans le Sahara, ni des dromadaires au pôle Nord. Donc, ils sont aussi assignés à un espace propre. Or, l'homme n'a pas d'espace. Il a dû se faire un espace. Le monde était très inhospitalier pour l'homme. D'ailleurs, l'homme très vite comprend qu'il est nu et que cette nudité est une fragilité. Donc, il va rechercher le vêtement, il va rechercher l'outil, il va rechercher à se fabriquer son habitat parce que, tout simplement parce que son instinct d'homme le lui dicte. Mais progressivement, cette quête humaine d'un espace va constituer ce que l'on appelle aujourd'hui la civilisation. Et aujourd'hui, la place de l'homme est au fond à la fois nulle part et en même temps partout. L'homme est capable de descendre à des milliers de kilomètres sous les eaux et de partir sur Mars. Bon, donc finalement, l'homme peut-être se définit justement par cette capacité qu'il a à coloniser le vivant et donc à y faire régner sa propre loi. Donc en somme, ce que les antispécistes essayent de nous dire, ou ce que les adorateurs zélés de la biodiversité essayent de nous dire, c'est que l'homme, arrivant dans le monde, devrait reconnaître une forme de loi morale qui préexisterait à son existence et qui ordonnerait le rapport qu'il doit avoir avec les autres êtres vivants. En gros, pour l'antispécisme, c'est voici des animaux que tu devras respecter parce que cette loi est inscrite dans la nature et c'est pas une loi que tu définis, c'est une loi que tu dois reconnaître, une loi qui serait gravée dans l'ordre des choses. Et avec la biodiversité, ce serait la diversité animale existe et il t'incombe le devoir de la respecter. Mais pas du tout, c'est l'homme qui fixe les règles. C'est l'homme qui décide quels sont les animaux qui auront droit de vie ou de mort en fonction de savoir s'ils sont utiles ou nuisibles, quels sont les animaux dont il peut paraître légitime de préserver l'existence quand bien même ils seraient devenus inadaptés. Je pense aux pandas, parce que je crois que les pandas sont plus très adaptés aux conditions de vie dans lesquelles ils sont placés en milieu naturel. Bon, mais si l'homme décide de sauver les pandas, ça le regarde. S'il trouve que les pandas sont mignons et qu'il est préférable de vivre avec des pandas, on a le droit. Mais c'est nous qui fixons les règles. Et il ne faut pas se sentir coupable de cela, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se sentir coupable d'être les auteurs des règles morales que nous nous assignons ensuite. Oui.
Alors justement, je te pose une dernière question qui rebondit. Oui, tu vas rebondir, t'inquiète pas, mais tu vas lier les deux sujets. Donc là, on finit un peu sur la notion de patrimoine. Je trouve une solution de s'en sortir, je trouve, pour les espèces, pour la protection des espèces, c'est accepter qu'on veuille protéger un patrimoine naturel, une notion qui a totalement disparu, qui est l'égale du patrimoine historique ou culturel finalement, et qui ne reprend pas toutes ces catégories scientifiques, mais qui veut protéger ce qui nous plaît à l'œil, par exemple, et ce qui est magnifique. Moi, je veux protéger le cigogne, malgré tout ce que j'ai dit, et le panda. Hein. Je n'oserais pas qu'il disparaisse, je pense que toi non plus. Non. En fait, le panda, je m'en fous, mais les cigognes... les cigognes ne sont plus en danger. Hein. Oui, tout à fait, les cigognes. Je peux d'abord... Vas-y. Il y a une géographe que je connais qui dit que c'est parce que l'homme a aménagé la nature qu'il l'a rendue agréable à vivre. Je crois que c'est le fond du problème. Et, alors, Bertrand a publié un bouquin dans lequel il parle de l'homme qui cherche finalement son confort, recherche son confort. Et moi, je vais peut-être publier un ouvrage qui fait écho à ce travail, qui est de dire que l'homme, de toute la lignée humaine, a été de se protéger des agressions de la nature. Quand on regarde un peu l'homme nu dont vous parliez, l'homme nu, il était tout à fait facile d'être tué par un prédateur. Et progressivement, on s'est aperçu qu'on craignait de manquer de nourriture, donc on a fait l'agriculture, on craignait de ceci et on a fait cela, et on arrive finalement à se protéger des maladies, parce que moi j'ai aussi dans mon parcours pas mal travaillé dans les grandes endémies, et j'ai quand même ce rapport aux maladies que beaucoup d'écologues n'ont pas. Les zones humides sont des réacteurs de maladies parasitaires. Hein. Le palu, c'est les zones humides, la bilharziose, c'est les zones humides, tout ça. Et quand on protège une zone humide, on protège des parasites. Il y aura un retour de bâton très violent. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, il y a ce conflit entre les gens qui sacralisent la nature et voient la belle nature généreuse, etc., et ceux qui disent, moi je dois lutter contre la nature. Et on retrouve là cette dualité entre, alors je vais très vite, mais entre le monde urbain, qui n'a plus de rapport avec la nature, mais qui l'idéalise d'une certaine manière, et le monde rural, qui, lui, vit au contact des réalités de la nature, qui est soumis aux aléas du climat, aux aléas des maladies parasitaires, et aux maladies des animaux, etc. Alors je schématise, mais il faudrait rentrer plus dans le détail, mais ça, c'est au XIXe siècle que c'est apparu aussi, l'artialisation de la nature, la nature romantique, qui est essentiellement d'origine urbaine. Bon, alors maintenant, on parle du patrimoine, c'est ça? Vas-y, pour conclure, qu'est-ce que tu penses de cette manière de s'en sortir? Plutôt qu'à parler de biodiversité, parler de patrimoine naturel. Revenir à cette notion qui a toujours existé et qui était quand même plus facile à manipuler. Le patrimoine naturel, il faut savoir ce qu'on met derrière naturel, quand même. Parce que, non, mais je vais te prendre un exemple. À l'heure actuelle, il y a un certain nombre de technocrates qui ont décidé qu'il fallait supprimer tous les obstacles des rivières. C'est la continuité écologique des rivières. D'abord, il y a un problème de fond, c'est que une belle rivière naturelle, c'est pleine d'obstacles, ce qu'on appelle les embâcles. Oui. Or, il y a des gens qui nettoient les rivières, c'est-à-dire qui suppriment les embâcles. Donc déjà, une rivière supposée naturelle, c'est une rivière qui est déjà artificialisée. Oui. La deuxième chose, c'est qu'ils ont décidé que les seuils des moulins étaient vraiment très nocifs pour les poissons migrateurs. Oui. Alors, les seuils des moulins existent depuis des centaines d'années. Les moulins, il y avait 100 000 moulins autrefois. Les seuils naturels parfois. Alors les seuils naturels, on les a érodés pour faire circuler les bateaux, parce que la navigation était une activité extrêmement importante au cours des siècles précédents. Il n'y avait pas de route, on voyageait beaucoup par bateau, donc on a aménagé les cours d'eau pour pouvoir naviguer en toute saison. Et puis, voilà, et on a utilisé la force motrice de l'eau. Ce sont les moulins à farine, mais moulins industriels, etc. Et voilà, il y avait plein de seuils, de petits seuils. En général, les seuils des moulins, c'est pas plus de 1 mètre ou 2. Alors, les technocrates, pour des raisons diverses, ont décidé qu'il fallait faire sauter tout ça. Et alors là, il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre de propriétaires de moulins,
Parce que tout ça, c'est du patrimoine. Patrimoine, mais oui, industriel, culturel. Hein, les écluses, c'est du patrimoine. Il y a des écluses qui sont protégées. Patrimoine de l'UNESCO. Hein, il y a une série d'écluses dans le sud-est de la France, sud-ouest de la France, qui sont protégées parce que c'est un patrimoine industriel. Donc, ce patrimoine industriel, le bocage, c'est quoi le bocage? Bocage, c'est au départ une forêt dégradée. Hein, on a coupé des arbres et on a reconstitué un entrelac de haies. C'est une forêt dégradée, mais tout le monde veut protéger le bocage. Donc c'est un patrimoine culturel et biologique. Ah oui, et biologique. Quand j'entendais en tant que patrimoine naturel, c'était surtout les espèces qu'on considérait comme remarquables et qui avaient un intérêt esthétique finalement. Oui, pas d'ailleurs, mais voilà. Oui, mais bien sûr, on peut. Je suis d'accord que le patrimoine naturel est en partie le résultat de l'action de l'homme. Bah oui, c'est ça. De toute façon, on voit bien que c'est le règne de l'arbitraire le plus complet, de la même façon que la préservation du patrimoine historique est complètement arbitraire. Pourquoi est-ce que je choisis de garder telle église mais que je vais détruire telle maison? Effectivement, c'est l'homme qui décide, et il le fait avec des règles de décision qui peuvent être discutées en permanence. Mais enfin, à un moment, on voit bien que c'est de toute façon l'homme qui est maître, non pas parce qu'il a voulu l'être, mais parce que de toute façon, sa place suppose cette forme de maîtrise. Oui, mais en étant maître, il est aussi, il tombe parfois dans l'absurde, puisqu'on peut protéger des œuvres d'art absurdes. Mais carré blanc sur fond blanc, ça peut être un patrimoine culturel qu'on décide un jour de protéger. Donc merci à vous, merci aux intervenants. Et je vous renvoie à leurs 2 ouvrages. Alors peut-être qu'ils en ont quelques-uns à dédicacer, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup. Les éditeurs ont été un peu radins. En tout cas, on n'a pas... Non, bon, on s'est un peu raté sur les livres, mais bon, si vous voulez une dédicace, on pourra vous l'envoyer, se débrouiller. Hein, Et puis les livres sont évidemment en vente. Dans toutes les bonnes librairies. Voilà.